Au menu du Conseil des ministres de ce mercredi 22 janvier 2025, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon, figurent les décisions dont voici la teneur. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, organisation du travail pénitentiaire. Le Code de procédure pénale prévoit l'organisation du travail au profit des personnes détenues et le rend obligatoire pour les personnes condamnées. Le présent décret qui en détermine les modalités vise à traduire dans la réalité la vocation corrective de l'emprisonnement en ce qu'il permet de créer dans l'univers carcéral une possibilité d'exercer des activités de production de biens et de services sans occulter le volet formation et ce, en adéquation avec les normes internationales établies en la matière. Ainsi, grâce à diverses occupations, les détenus seront à l'abri de l'oisiveté et seront moins enclins à la tentation de récidive une fois libérés. Les expériences observées prouvent à suffisance que les aptitudes acquises en exerçant ces travaux constituent le fondement d'une réinsertion socio-professionnelle réussie, compte non tenu du fait que la rémunération qu'ils peuvent percevoir favorise la satisfaction de leurs besoins essentiels. Le texte énonce par ailleurs les conditions d'accès au travail, les types d'activités à exercer, les modalités d'exécution et de rémunération du travail accompli, les droits et les obligations des détenus travailleurs. Il en est de même des obligations des entités agréées à l'organisation du travail au profit des personnes détenues, des partenariats et du financement des activités du travail pénitentiaire. En point 2. Homologation des conditions de commercialisation 2024-2025 de noix de cajou. Au cours de la dite campagne, qui se déroulera du 30 janvier au 31 mai 2025, les acteurs de la filière mettront sur le marché une production de 225 000 tonnes de noix de cajou contre 201 000 tonnes la campagne précédente. Réunis au sein de leur interprofession, ceux-ci se sont accordés sur un prix de vente de 375 francs CFA le kilogramme, dont 5 francs CFA par kilogramme au titre des fonctions critiques. Le Conseil a donc homologué les conditions retenues pour le déroulement de la campagne. Il invite par la même occasion toutes les composantes de l'interprofession cajou à s'investir dans sa réussite, puis à œuvrer dans le sens de l'amélioration constante de la production nationale. Les ministres chargés de l'industrie et du commerce, ainsi que de l'agriculture, sont instruits de les accompagner dans cette dynamique. En point 2, recrutement de 172 fonctionnaires de l'État au profit du ministère de l'Économie et des Finances au titre de l'année 2025. Les agents à recruter sont appelés à servir au niveau de la chaîne centrale des dépenses publiques. Ils seront répartis à raison de 40 au profit de la Direction générale du budget, 55 à déployer au niveau de la Direction nationale du contrôle financier, 37 pour la Direction nationale du contrôle des marchés publics et 40 au titre de la Direction générale du matériel et de la logistique. Ce recrutement permettra de combler le déficit lié au départ à la retraite et d'insuffler une nouvelle dynamique dans la prise en charge des attributions relevant de l'administration des finances. En marquant son accord pour l'organisation du concours à cette fin, le Conseil a instruit les ministres concernés de veiller à la transparence des opérations irrelatives. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation au Bénin de la formation des conseillers militaires genre avec l'appui du système des Nations Unies du 24 février au 7 mars 2025. Le cardinal Gantin a été une figure extraordinaire qui a marqué son temps, que ce soit ici au Bénin, comme à Rome et au niveau de l'Église universelle. Il a vraiment marqué son temps par sa vie, par son modèle de foi, par ses hautes qualités. C'était un homme de grande vertu. C'était un homme qui incarnait la justice, la paix, la fraternité et beaucoup de qualités extraordinaires. Donc tout cela a fait que
jusqu'à aujourd'hui, le monde entier continue quand même de faire des témoignages élogieux sur sa personne. Et dans l'Église, après le décès de quelqu'un dont la vie a été remarquable, c'est possible de procéder à l'ouverture du dossier de canonisation. C'est-à-dire quoi? Quand on parle de canonisation d'un saint, c'est en fait des hommes et des femmes comme vous et moi qui ont vécu une vie normale, mais qui se sont fait quand même remarquer par leur foi, par leur grande vertu et par leur vie de témoignage exemplaire. Et c'est des gens que l'on pourrait proposer comme modèle à suivre. Et donc, l'Église essaie déjà au niveau du diocésain, au niveau du diocèse de la personne, on essaie d'ouvrir des enquêtes, on ouvre le dossier. Tout un dossier d'enquête, c'est tout un travail qui se fait, un travail minutieux. Et après, on introduit ce dossier-là au niveau de la congrégation pour la cause des saints. C'est une congrégation romaine qui s'occupe de ces dossiers-là pour la cause des saints. Et c'est tout un processus, plusieurs étapes. Et donc, quand on arrive à ouvrir officiellement le dossier, d'abord en vue de la béatification, il y a également des étapes à franchir. Il faut que celui dont on étudie la cause puisse, par exemple, intercéder pour obtenir un miracle. Ça peut être une guérison, ça peut être une situation pour laquelle la personne a intercédé et la situation s'est décantée. Mais ce qui est sûr, on demande un miracle précis. Ça fait partie des étapes. Et quand on obtient la grâce, la faveur demandée, c'est-à-dire un signe très fort que cette personne jouit de la félicité éternelle. Cette personne est effectivement une figure de sainteté qui intercède pour les siens déjà auprès de Dieu le Père. Et donc, au cours de l'étude des examens de ces dossiers-là, il y a également d'autres étapes qui s'en suivent, si bien qu'après l'étape de la béatification, on enclenche maintenant le processus de la canonisation. Et ce que je dis, ça peut prendre plusieurs années, ça peut prendre plusieurs dizaines d'années, et ça peut prendre même parfois tout un siècle. Ça peut arriver que ça traîne. Ça peut aussi arriver que ça aille très vite, comme ce fut le cas récemment du pape Jean-Paul II. L'essentiel est que nous gardions l'union de prière pour que ces dossiers puissent aboutir à la plus grande joie de tous, et surtout que ces modèles de bravoure et de sainteté proposés à nous aujourd'hui et qui seront également proposés demain puissent nous servir également d'exemple pour que notre vie, notre pèlerinage terrestre également soit en vue de cette sainteté véritable un jour. L'anglais, pour ceux qui sont dans le milieu académique, leur est imposé, comme vous le savez déjà, depuis la classe du secondaire du 6e jusqu'en terminale. Et aujourd'hui, si vous devez continuer vos études à l'université, notamment en master et en thèse, vous devez présenter une attestation qui prouve que vous avez une maîtrise de la langue anglaise. La perception qu'ont les jeunes de l'anglais aujourd'hui, je dirais qu'il y a des jeunes pour qui la langue est une passion, notamment en écoutant la musique occidentale en anglais, qui sont vraiment passionnés par le R&B, le hip-hop et le soul. Vous voyez, et il y en a qui sont passionnés par les discours qui se font en anglais et pas des émissions, bien sûr, télévisées qui se font en anglais, les téléréalités. Dans le contexte académique, il y a des jeunes qui voient loin, qui sont ambitieux, vous voyez, et que nous avons l'occasion de rencontrer et qui se préparent à de grandes opportunités déjà
dès leur entrée à l'université et qui sont très férus de cette langue. Mais il faut dire qu'il reste une grande majorité pour qui la langue n'est pas totalement entrée dans leur intérêt. Ouais, donc il y a des personnes qui se disent bon, l'anglais, je vais en faire quoi, parce qu'ils ne sont pas suffisamment sensibilisés quant à l'importance et l'intérêt ou l'avantage que peut avoir pour eux l'apprentissage de cette langue. Ils devaient aller compétir à l'international, donc il leur a été proposé une épreuve, n'est-ce pas, une épreuve pratique. Ils doivent programmer, n'est-ce pas, une application et finir dans une certaine heure donnée. Et il s'est fait que au cours de la compétition, ils se sont vus limités par des termes qu'ils ne maîtrisaient pas parce que l'épreuve était venue en anglais. Le temps de dire qu'ils doivent traduire, comprendre, le temps ne leur suffirait pas. Ce qui fait qu'ils avaient la capacité de finir le travail et d'être les premiers et de revenir avec le prix, mais ils n'avaient pas pu à cause de la limite qu'impose cette langue. Vous voyez, ils sont revenus comme ça. C'est pour dire, toute compétence aujourd'hui, dans quelques domaines que ce soit, sans l'anglais, est limitée. Elle est limitée sur le monde des opportunités internationales. Quand vous avez votre compétence et que vous avez l'anglais, ça vous ouvre les portes de l'international. Si vous devez quitter le Bénin pour aller faire des affaires à l'extérieur, vous n'allez pas vous dire que vous allez parler français nécessairement avec les gens. Les gens s'attendent déjà à ce qu'ils reçoivent des personnes qui viennent de divers horizons. Quand vous allez en Chine, quand vous allez peut-être à Dubaï, où c'est l'arabe ou au Maroc, quand vous venez d'un autre pays, on s'attend que les échanges soient faits en anglais, pas forcément dans la langue locale du pays. Dans les années à venir, nous sommes en train de voir que le gouvernement du Bénin va beaucoup plus élargir, n'est-ce pas, le domaine d'application de l'anglais dans les milieux académiques. Nous entrevoyons un gouvernement qui va mettre en place un système qui permettra, n'est-ce pas, aux étudiants, aux apprenants de mieux appréhender la langue et de sortir, n'est-ce pas, des milieux du cours secondaire avec une certaine maîtrise déjà de la langue et que ce ne soit pas seulement la théorie, que ce ne soit pas seulement la grammaire, le reported speech que nous avons l'habitude de faire et aussi les verbes irréguliers qu'on maîtrise mais qu'on n'arrive pas à parler. Les tarifs de la téléphonie mobile ont augmenté au Nigeria, une hausse validée par la Commission nigériane des communications qui, dans la foulée, l'a plafonnée à 50%, alors que les opérateurs cherchaient à doubler les prix. La Commission nigériane des communications souligne que les tarifs ont été gelés depuis 2013 malgré l'augmentation des coûts opérationnels et justifie l'augmentation actuelle par la nécessité de combler l'écart significatif entre les coûts opérationnels et les tarifs. Les régulateurs affirment que des coûts plus élevés permettraient aux opérateurs d'investir dans l'infrastructure et de financer des projets innovants, ce qui profiterait en fin de compte aux consommateurs grâce à des services améliorés. Mais le changement passe mal. L'Association nationale des abonnés aux télécommunications s'est engagée à contester la décision. Elle plaidait pour une augmentation plus modeste de 5 à 10%. Ces hommes, femmes et enfants ont quitté mercredi le camp de déplacés de Nzulo dans l'est de la RDC. Ces infortunés n'ont pas d'autre option. Ils sont dans l'obligation de chercher un nouveau refuge
en raison de l'intensification des combats entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise, des affrontements qui se rapprochent de Goma, la capitale du Nord Kivu. Nous fuyons, mais nous ne savons pas où nous allons parce que partout les bombes tombent. Nous fuyons parce que nous avons remarqué que les rebelles viennent de prendre la colline de Ngwiro. Ils sont déjà tout près d'ici et nous nous attendons à recevoir des balles. C'est pourquoi nous avons décidé de partir. Nous venons d'apprendre que le M23 est arrivé à Ngwiro et nous avons décidé de quitter la zone parce que les balles et les bombes tombent. Nous avons peur. Plus de 200 000 personnes ont été déplacées par les combats dans l'est de la RDC depuis le début de cette année. Ces dernières semaines, le M23 a réalisé des avancées significatives. Mardi, les autorités congolaises ont déclaré que les rebelles s'étaient emparés de la ville de Minova, une voie d'approvisionnement clé pour Goma. Un mémorial a été inauguré à Cape Town pour honorer les soldats noirs sud-africains du South African Military Labour Corps qui ont servi durant la Première Guerre mondiale. Ces hommes affectés à des rôles non combattants en raison de leur race ont été oubliés pendant plus d'un siècle. Il est important de reconnaître que ceux à qui nous sommes venus rendre hommage sont restés trop longtemps dans l'ombre. Il s'agit des hommes du South African Military Labour Corps qui ont servi avec bravoure dans les campagnes de la Première Guerre mondiale. Les membres de leur famille sont ici aujourd'hui. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans les circonstances les plus difficiles. Leur courage et leur dévouement ont été essentiels aux efforts des Alliés et leur héritage mérite la reconnaissance durable rendue possible par ce mémorial. Les 1772 noms des hommes morts sans sépulture connus ont été gravés sur des poteaux en bois. Ils symbolisent le sacrifice de chacun des soldats de cette unité non combattante composée de volontaires noirs. Nous sommes très fiers de ce monument, nous sommes très heureux. Nous souffrons de ne pas pouvoir retrouver les restes de notre proche mort au combat. Mais nous sommes heureux de savoir exactement qu'il est mort en 1917. Bien que la guerre ait commencé en 1914 et se soit terminée en 1918, il est mort en 1917. Les hommes honorés par ce mémorial ont servi dans des rôles de soutien, transportant des munitions, des vivres et construisant des infrastructures en Afrique. Leur sacrifice est tout aussi significatif que celui des soldats ayant combattu sur le front européen. Gilbert Navarro est libre. L'Espagnol enlevé dans le sud de l'Algérie la semaine dernière a été remis aux autorités de son pays mercredi par Alger. Pour les médias espagnols, il avait été capturé dans le sud de l'Algérie et emmené au Mali par le groupe État islamique dans le Grand Sahara. Je suis encore en état de choc et j'aurais besoin de quelques jours pour pouvoir récupérer un état de calme, de tranquillité dont j'en ai vraiment besoin. En tout cas, un grand merci à vous tous. Je me suis senti vraiment accueilli, vraiment aimé. Et ça vraiment m'arrive au cœur. Le Front de libération de l'Azawad, une coalition de groupes armés séparatistes dans le nord du Mali, dit avoir obtenu sa libération et affirme que le désormais ex-otage a été enlevé le 17 janvier par une mafia transnationale. En Italie, la libération d'un chef de milice libyen accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité provoque une vive controverse. Oussem El-Masri, arrêté dimanche à Turin sur mandat de la Cour pénale internationale, a été relâché mardi en raison d'un vice de procédure. Accusé d'exaction dans la prison de Mitiga en Libye depuis 2011, El-Masri a été renvoyé à Tripoli à bord d'un avion des services secrets italiens. Cette décision a suscité l'indignation de plusieurs ONG qui dénoncent une complicité implicite dans les abus commis en Libye. Depuis de nombreuses années, nous sommes en contact avec des migrants qui ont séjourné dans cette prison et qui ont été victimes d'horreurs indescriptibles. Il est question de violences, de viols et de bien d'autres choses que les gens ont même du mal à raconter. C'est ainsi que depuis un certain temps, aux côtés de nombreux journalistes courageux,
et des migrants eux-mêmes. Réunis dans ce mouvement social appelé Réfugiés en Libye, nous dénonçons le travail de nombreux chefs de la mafia libyenne, dont précisément El Masri, qui est l'un d'entre eux. Les ONG rappellent que des milices souvent dirigées par des figures controversées comme El Masri gèrent les centres de détention pour migrants où des violations des droits humains sont documentées. Ces milices intégrées aux forces officielles libyennes bénéficient de financement de l'Union européenne dans le cadre d'accords visant à réguler les migrations vers l'Europe. Le lycée Younoussa Bamana, à l'image de plusieurs autres établissements scolaires, doit recevoir les élèves lundi prochain, date prévue pour la reprise des cours à Mayotte. Mais un peu plus de 5 semaines après le passage du cyclone Chido sur le territoire français, les dégâts restent visibles. Les écoles n'ont pas été épargnées. À l'approche de la rentrée, les habitants et les pompiers du lycée de Petite Terre à Mamoudzou travaillent encore à consolider la structure de certains bâtiments. Nous avons mis plus de 60 personnes sur le chantier. L'idée, c'est de sécuriser un maximum de salles de classe afin que les élèves puissent réaliser la rentrée et être dans des locaux sécurisés. Donc principalement, on purge ce qui peut créer des blessés et nous bâchons partout où on le peut pour mettre hors d'eau les bâtiments. Les enseignants ont repris le service lundi dernier, découvrant de nombreuses salles de classe dépourvues de toit ou de plusieurs fenêtres. Alors l'établissement a été impacté, notamment on avait construit une superbe MDL pour les élèves qui est malheureusement détruite en grande partie. Après, globalement par rapport aux autres, non, les dégâts sont minimes. On a 12 salles à peu près qui sont inutilisables, ce qui est quand même relativement peu par rapport à l'ensemble de l'établissement. Après les affres de la tempête Chido, la reprise des cours a été repoussée d'une semaine en raison de la menace du cyclone Dikeledi. Le pape François a déclaré avoir eu un entretien téléphonique avec la paroisse catholique de Gaza. Le souverain pontife a pris des nouvelles des personnes déplacées. Ces derniers profitent de l'accalmie offerte par le cessez-le-feu en vigueur depuis quelques jours dans le conflit qui oppose Israël au Hamas, au cœur de l'enclave palestinienne. Ce temps de répit a permis l'acheminement de l'aide d'urgence vers les populations qui souffraient déjà de malnutrition, comme rapporté par les services humanitaires. Hier, j'ai appelé, comme je le fais chaque jour, la paroisse de Gaza. Ils étaient heureux. Il y a 600 personnes là-bas, dans la paroisse et dans le collège, et ils m'ont dit « Aujourd'hui, nous avons mangé des lentilles avec du poulet ». C'est une chose importante, car ces derniers temps, ils n'étaient pas habitués à cela, et ils se contentaient de préparer des légumes, quelque chose de simple. Ils étaient heureux, mais prions pour Gaza, pour la paix, là-bas en effet, et dans d'autres parties du monde. L'église de Gaza est située à proximité de Jabalia, un quartier qui a subi de lourds bombardements de l'armée israélienne. Afin d'obtenir intégralement le cessez-le-feu à Gaza, l'Égypte s'engage. Dans un discours prononcé lors d'un rassemblement annuel des forces égyptiennes de police, le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé mercredi toute sa détermination à œuvrer pour obtenir d'Israël et du Hamas la paix. L'Égypte emploie toutes ses forces et par des efforts sincères de rejeter la violence et de chercher la paix. L'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza témoigne de ses efforts inlassables et de ces efforts continus que l'Égypte déploie aux côtés de ses partenaires dans ce sens. Nous pousserons de toutes nos forces pour mettre en œuvre cet accord dans son intégralité, dans le but d'arrêter l'effusion de sang de nos frères palestiniens et de restaurer les services dans la bande de Gaza afin qu'elle devienne viable et d'empêcher toute tentative de déplacement en raison de ces circonstances difficiles, car il s'agit d'une question que l'Égypte rejette catégoriquement afin de préserver l'existence même de la cause palestinienne.
L'Égypte, le Qatar et les États-Unis endossent la responsabilité de faire respecter les termes de l'accalmie.